nouveau de la notion de devoir. La conscience morale est-elle un signe de vigueur ou bien de maladie? On a bien entamé dans les précédentes vidéos la première grande partie. On a fait l'essentiel en fait. Je n'avais à ajouter que des points supplémentaires, des points de détail qui sont importants, hein, mais qui, voilà, l'essentiel a déjà été vu et expliqué. Alors, je bascule sur le plan du cours. Hop. Désolé si la qualité n'est pas toujours optimale en ce qui concerne le son. Je n'ai pas de micro. Et je crois surtout qu'en fait, c'est mon ordinateur qui a des capacités un peu trop faibles pour supporter facilement le fait que je change de programme d'un programme à l'autre. Donc, de temps en temps, le son est peut-être un petit peu perturbé. J'en suis désolé. Si quelqu'un connaît une solution, évidemment, je suis preneur, faut me l'expliquer. Voilà. Bon, alors, donc, vous voyez, hier, dans la précédente vidéo, j'avais expliqué les deux premiers points. Le fondement du devoir et puis le caractère rationnel du devoir selon Kant. On va approfondir ce point de vue, on va revenir sur le caractère rationnel du devoir dans ici le quatrième point, mais pour l'instant, j'avais à voir avec vous ceci. Le devoir donne une valeur absolue à l'existence humaine. Alors là encore, je précise que je me situe vraiment tout à fait dans la lignée de la philosophie kantienne, enfin l'analyse que Kant propose de la notion de devoir. Alors, en fait, l'argument de Kant, même sur le fondement du devoir, sur son caractère rationnel ou sur son caractère libre, hein, consiste à dire que si le devoir a seulement un fondement pathologique, c'est-à-dire si seulement l'expression d'un sentiment, alors en fait il n'aura aucune valeur. Cette thèse, la thèse du fondement pathologique, du fondement, on l'a un petit peu évoqué. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, avec qui pourtant Kant partage tellement de choses, tellement de thèses essentielles, comme d'ailleurs j'ai eu l'occasion de l'évoquer, mais il y a un point sur lequel il y a vraiment un désaccord fondamental, c'est sur le sentiment moral. C'est-à-dire que Rousseau, est du même sentiment qu'un certain nombre de ses contemporains, qui estiment que le fondement de la morale réside dans un certain nombre de sentiments, les sentiments moraux, et au premier rang d'entre eux, la pitié. Bon. Or, Kant fait remarquer que d'abord, en fait, suivre un sentiment, fût-ce le sentiment de pitié, ce n'est pas forcément la meilleure idée qu'on puisse avoir. Les sentiments nous égarent souvent, et même la pitié finalement. Il n'y a pas de raison. La pitié aussi est un sentiment qui peut nous aveugler, qui peut nous faire prendre de mauvaises décisions. Donc en soi, qu'une action soit entreprise sous le coup de la pitié, sous le coup en fait d'une émotion quelle qu'elle soit, ça n'est pas forcément une excellente chose. Et même, voilà, c'est là où son argument va le plus loin à mon avis, un sentiment, pardon, une action qui nous serait dictée par un sentiment, je veux dire, serait-ce le sentiment de la pitié, n'aurait pas plus de valeur finalement qu'une action qui nous serait arrachée par un autre sentiment, comme par exemple la colère ou la jalousie ou l'orgueil, je ne sais quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si on se situe uniquement sur le plan des sentiments, nos actions n'auront pas de valeur supérieure. Enfin, je veux dire, une action qu'on voudrait appeler morale n'aurait finalement pas plus de valeur qu'une action immorale, hein, qui serait dictée par un sentiment opposé, tant qu'on est simplement dans l'économie des sentiments, sur le plan des sentiments, de la lutte des sentiments. Donc en fait, l'idée de Kant, c'est qu'une action morale, c'est une action qui nous est dictée par la raison et bien souvent contre les sentiments. Hein. Regardez le cas suivant. Kant envisage le cas, à mon avis très parlant, des deux bienfaiteurs. J'en avais peut-être déjà parlé en cours. On imagine premièrement un philanthrope, un bienfaiteur, donc vous voyez quelqu'un qui aime, qui s'attache à faire le bien de ses semblables, hein, un philanthrope donc,
un bienfaiteur philanthrope, c'est-à-dire un bienfaiteur qui s'attache donc à faire le bien de ses semblables par philanthropie, parce qu'il aime les autres êtres humains. Autrement dit, quelqu'un qui a, voilà, comme on dit, le cœur sur la main, qui a une sensibilité à fleur de peau et qui ne peut pas supporter de voir, voilà, des malheureux dans le besoin, de voir des indigents, de voir des gens qui souffrent et qui, devant le spectacle en fait de la souffrance, un peu comme Jean-Jacques Rousseau, ne veut pas s'empêcher d'aller sauter au cou des gens pour les aider, pour faire quelque chose pour eux. Donc en fait, c'est vraiment le terrain ici de la sensibilité qui le fait agir. Bon, une personne qui agit de cette façon-là est digne de tous les éloges, on l'applaudit, c'est formidable, c'est très bien. Mais si on envisage un second cas, le cas d'un bienfaiteur qui ne serait pas mu par la philanthropie, c'est-à-dire par l'amour des autres êtres humains, mais qui serait mu au contraire par la misanthropie. Cela peut exister. Songez au personnage de Molière, le misanthrope. C'est quelqu'un qui a été déçu par ses semblables, qui estime que les êtres humains sont hypocrites, lâches, menteurs, trompeurs, etc., mais que cela ne le relève absolument pas de ses devoirs d'être humain et qui considère, en fait, il met presque un point d'honneur à être plus moral que les autres. Mais vous voyez, c'est pas par amour pour eux, c'est même plutôt par dédain pour eux. Bon, alors donc quelqu'un, vous voyez, qui aurait vu ainsi tous ses espoirs brisés, qui aurait vu toutes ses perspectives de bonheur anéanties par la malignité de certains hommes, par la trahison, la traîtrise, etc. Mais qui continuerait, malgré son désespoir, à considérer que c'est un devoir moral pour lui de faire le bien tant qu'il le peut, mettons, en mettant sa fortune à disposition des indigents, des malheureux, même si les hommes sont faibles, menteurs, traîtres, etc. Bon. Eh bien, ce deuxième bienfaiteur, ce bienfaiteur misanthrope, ne serait pas moins moral que le premier. Et peut-être même le serait-il davantage. Peut-être même le serait-il davantage. Non pas que le premier ne soit pas un homme moral, évidemment, j'ai pas dit ça, mais disons que le second, on aurait la certitude que son action serait dictée vraiment par le devoir et non pas par autre chose. C'est-à-dire lui, c'est sûr qu'il n'agit pas conformément au devoir. S'il agit, c'est par devoir. Pourquoi? Parce qu'il se fait violence. Il fait violence à sa nature, il fait violence à ses sentiments. Il surmonte sa répugnance pour ses semblables, il surmonte ses sentiments, il se vainc lui-même pour faire son devoir. Donc, vous voyez, bien souvent nous agissons, le devoir nous demande d'agir contre nos sentiments, et celui qui agit contre ses sentiments, celui-ci fait son devoir à coup sûr. C'est bien dans cela que le fondement du devoir ne peut pas être affectif, ne peut pas être pathologique. C'est pathologique, ça veut dire que c'est pas un sentiment, c'est pas en grec pathos, ça désigne le sentiment, et donc le devoir ne peut pas avoir en fait une origine pathologique. C'est bien la raison qui nous dicte nos devoirs. Bon. Et c'est pour cela que le devoir possède une valeur absolue et prouve la liberté humaine. Alors ici, je fais ici un focus sur cette question de la liberté humaine. Si jamais vous avez un sujet qui est compliqué, est-ce qu'on peut prouver que les hommes soient libres? Question compliquée, vous avez les tenants du libre arbitre, bon, Descartes par exemple, l'âne de Buridan, souvenez-vous. Vous avez de l'autre côté les tenants du déterminisme, comme Spinoza, qui estime que l'homme ne possède pas de libre arbitre. Bon, alors comment on va départager les deux, comment on va trancher les deux? C'est une querelle métaphysique, typiquement ce que Kant présente comme indécidable. C'est-à-dire qu'en fait, on pourra toujours trouver, selon Kant, des arguments qui vont dans un sens ou des arguments qui vont dans l'autre. Tant qu'on est sur un plan purement métaphysique et purement théorique, comme ça, on ne pourra pas résoudre cette question. Et d'autre part, on ne peut pas non plus la résoudre de façon empirique, parce que justement, le concept du libre arbitre, c'est qu'il n'apparaît pas dans les phénomènes. C'est-à-dire que si libre arbitre il y a, justement, pas le repérer ou pas l'observer d'un point de vue, pas observer justement une corrélation causale, comme on peut observer des corrélations causales dans la physique, dans le monde des phénomènes. S'il y a libre arbitre, justement, il n'y a pas de cause à observer, il n'y a pas de relation causale, donc en fait, on ne peut pas avoir d'argument empirique, on ne peut pas observer le libre arbitre. Mais, dit Kant, il y a pourtant une chose qui prouve le libre arbitre, et qui ne le prouve pas d'un point de vue théorique, mais qui le prouve d'un point de vue pratique, c'est le devoir. Parce que si nous nous sentons obligés moralement d'agir,
c'est bien que nous avons en nous, nous devons avoir en nous le pouvoir de nous arracher à nos sentiments, de nous arracher à nos déterminismes. C'est-à-dire que si le sentiment du devoir n'est pas rien, si ce n'est pas une vaine illusion et un vain songe, hein, alors cela signifie que nous devons bien avoir en nous la force de surmonter le déterminisme et donc de désobéir aux sentiments, à la dictature. Voilà. Donc vous avez ici une réponse morale à la question de la liberté chez Kant. Hein. C'est-à-dire que, alors c'est ça qui est absolument paradoxal et qui est, je l'admets, qui est dur à saisir peut-être au début, hein, c'est qu'au fond le devoir prouve la liberté humaine. Alors que, bon, intuitivement, on dirait c'est le contraire. Si j'ai des devoirs, ça veut dire que je suis pas libre. Si j'ai des devoirs, c'est que je fais pas ce que je veux, je fais pas ce qui me plaît, etc. La raison vient me contraindre à faire des choses déplaisantes que j'aimerais bien ne pas faire. Bon, mais Kant nous dit, mais justement, c'est ça qui prouve la liberté humaine. C'est-à-dire que si nous avons des devoirs, cela doit bien supposer que nous puissions les faire librement, parce que sinon ce ne serait pas des devoirs. Un devoir que nous effectuerions, non pas pour lui-même, mais en vue d'autre chose, non pas pour sa propre valeur, mais tout simplement parce que nous y sommes forcés, nous avons l'épée dans les reins, parce qu'il y a, je sais pas, un gendarme qui nous contraint de le faire, ce n'est plus un devoir. Or, nous savons tous ce que c'est qu'un devoir, nous avons le sentiment d'être obligés dans certaines circonstances, hein, ce qui prouve que nous avons la capacité de nous arracher au déterminisme pour accomplir notre devoir. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'être soumis au devoir prouve que nous sommes libres. Hein. Et si vous en doutez, parce que je me doute que c'est quelque chose qui est difficile à concevoir de prime abord, hein, j'admets parfaitement, si vous en doutez, songez plutôt à l'exemple que voici. Un exemple un peu dramatique, comme souvent quand on parle de devoir, songez aux deux voisins. J'appelle ça l'exemple des deux voisins, c'est un exemple très simple que j'ai inventé, entre guillemets, enfin vous allez voir, c'est rien de... C'est tout à fait trivial. Imaginez que voilà, nous sommes en 1941, 1942 en France et il y a deux voisins qui partagent le même palier dans un immeuble et l'un d'eux un petit peu, vous savez, comme c'est l'exemple que prend Jean-Paul Sartre dans sa conférence L'existentialisme est un humanisme, 1945, 46, je ne sais plus, quand il envisage un jeune homme en fait qui hésiterait soit à ménager ses intérêts pendant l'occupation, soit à s'engager dans la résistance. Hein. Et enfin oui non, c'est un exemple légèrement différent quand même. C'est un exemple légèrement différent. Donc là, on imagine voilà que il y a deux qui voilà ne veut pas séparer son devoir et ses intérêts, hein, son devoir et son bonheur, son devoir et ses sentiments, et donc bon, il veut pas faire de vagues, donc lui il a décidé de fermer les yeux, quoi, bon, un petit peu gentiment collaborer quand on lui demande d'obéir aux autorités d'occupation ou bien aux autorités de Vichy, bon, voilà, ça lui pose pas de problème. Dans le deuxième cas, on a l'autre voisin qui est révolté en fait par le spectacle du despotisme, qui n'accepte pas que l'on aille chercher les étrangers chez eux pour les déporter, qui n'accepte pas la persécution des juifs, qui n'accepte pas voilà l'ordre nouveau, qui n'accepte pas les principes nazis. Donc c'est quelqu'un qui a des principes moraux, qui au nom de ces principes moraux déclare je ne peux pas obéir à un ordre criminel, je ne peux pas obéir à des brigands qui prennent possession de l'État, et donc j'entre dans la clandestinité. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus de ou alors voilà la véritable légitimité est à Londres, disons. Donc quelqu'un qui a entendu l'appel du général de Gaulle et qui se dit voilà, je passe dans la clandestinité. Eh bien, entre ces deux personnages, l'un qui écoute ses intérêts et l'autre qui écoute son devoir, dites-moi, lequel des deux est un homme libre? Il me semble que c'est certainement pas le second qui va aller
maugréer et geindre en disant ah c'est horrible le devoir, c'est ce qui nous empêche d'être libre, etc. C'est le contraire en fait. C'est le contraire. Ce qui nous empêche d'être libre, c'est notre attachement à nos sentiments, ce sont des intérêts en fait qui nous empêchent d'être libres. Hein. Et c'est le devoir qui nous permet de nous arracher justement à ces attaches-là. Hein. Voilà. Et donc c'est en ce sens-là que le devoir donne une valeur absolue à l'existence humaine, hein, comme dit Kant. C'est-à-dire que finalement, le fait que l'homme soit peut-être le seul être de la nature capable de s'arracher au déterminisme des sentiments ou bien de s'arracher de ses intérêts, c'est cela qui procure en fait une valeur absolue à l'existence humaine que ne possède pas l'existence animale. C'est-à-dire que au fond, il est moralement tout à fait acceptable que les animaux soient des moyens et soient seulement des moyens pour notre existence, alors que on ne peut pas admettre qu'un être humain en soit seulement un moyen pour un autre être humain. C'est-à-dire que voilà, quand je vais prendre des œufs dans mon frigo, si je vais tuer un lapin, si je mange une escalope de dinde, moralement, ça n'est pas un problème parce que je peux considérer que l'existence animale n'est qu'une existence de moyen, qu'un animal n'est qu'un moyen, parce ce n'est pas une fin en soi, parce qu'il ne possède pas la loi morale, il n'est pas capable de comprendre ce que c'est que le devoir, ce que c'est que le bien et le mal, et donc dans cette mesure, nous avons le droit de l'utiliser comme un moyen, hein, tandis qu'une telle chose est interdite à l'égard d'un autre être humain. J'en viens à la valeur absolue et à la valeur relative d'un devoir de respect. Kant écrit dans les fondements de la métaphysique des mœurs que j'évoquais hier dans la précédente vidéo, agit toujours de telle sorte à traiter l'humanité en autrui toujours comme une fin en soi et jamais seulement comme un moyen. Je la répète parce qu'elle est un peu longue celle-là, hein, agit toujours de façon à traiter l'humanité en autrui, toujours comme une fin en soi, et jamais seulement comme un moyen. Tous les termes sont importants dans cette citation. Si vous n'avez pas tout, vous mettez pause, mettez retour arrière, 5 secondes, 10 secondes, et vous notez bien la citation. Hein. Cette citation est souvent connue comme la deuxième formulation de l'impératif catégorique. C'est-à-dire qu'en fait, Kant va reformuler l'impératif catégorique sous plusieurs formules, 3 formules. Hein. Là, c'est ici la deuxième. Je parlerai de la première dans un instant. C'est pas très logique, mais vous allez voir. Alors, traiter l'humanité en autrui comme une fin en soi et jamais seulement comme un moyen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous montez dans le bus le matin, le chauffeur est pour vous un moyen. Mais vous n'avez pas le droit de le traiter uniquement comme un moyen. C'est un moyen pour vous conduire à l'école, de même, je sais pas, moi je suis un moyen pour votre instruction, votre médecin est un moyen pour votre santé, mais vous n'avez pas le droit, personne n'a le droit de traiter son médecin, son professeur, son chauffeur seulement comme un moyen, c'est-à-dire en négligeant que ce soit aussi une fin en soi, c'est-à-dire que voilà, l'homme ou la femme que vous avez devant vous a aussi des fins pour lui-même, une existence digne qui mérite le respect. Voilà. En fait, on peut appeler cette formule la maxime du respect. Ce que veut dire cette formule, c'est que oui, nous avons des rapports instrumentaux avec nos semblables. Nos semblables sont des moyens à certains égards pour nous, mais nous n'avons jamais le droit de les considérer uniquement comme des moyens. C'est ça la formule du respect, c'est-à-dire que nous devons le respect à l'humanité des autres, c'est-à-dire considérer que les autres sont des êtres libres et non pas simplement des moyens pour notre utilité. Voilà, c'est ça la deuxième formulation de l'impératif catégorique, hein, traiter l'humanité en autrui comme une fin en soi. Pourquoi? Parce que autrui est dépositaire de la loi morale, autrui est capable de devoir, capable de comprendre ce que c'est que le devoir, et par conséquent, nous lui devons le respect dans le sens que je viens de dire. Hein. Alors que on ne peut pas parler de respect de la nature ou de respect de l'animal dans le même sens. Hein. Alors cette question peut-être va vous poser problème et nous en reparlerons dans le cours sur la technique où il y aura une partie consacrée à ça. Qu'est-ce que ça veut dire respecter la nature? Respecter la nature et respecter un être humain, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Voilà, donc on reparlera de cette question dans un autre chapitre. Dernier point, la formulation, alors du coup la première formulation, je fais les choses un petit peu à l'envers, mais vous allez voir,
Ça, vous allez vous y retrouver. Première formulation de l'impératif catégorique qui va, une bonne fois pour toutes, entériner le caractère, je crois, rationnel de l'impératif catégorique. Kant formule l'impératif catégorique avec, à l'aide d'une formule très célèbre. Vous voyez, c'est celle que j'ai écrite ici. Agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse aussi devenir une loi universelle de la nature. Alors, ce que veut dire cette formule, c'est que la maxime de mon action, c'est en fait le principe de mon action. J'envisage de faire telle action. Bon, il y a tout un tas de circonstances qui particularisent mon action. Si je fais abstraction de ces circonstances et que je retiens simplement le principe de l'action, c'est ça la maxime. Hein. Fais toujours en sorte que la maxime de ton action puisse aussi devenir une loi universelle de la nature. C'est-à-dire, en fait, que si vous voulez, voilà, le test trivial que tous les parents en fait enseignent à leurs enfants. Enfin, je veux dire, la formule universelle du devoir, c'est qu'arriverait-il si tout le monde en faisait autant? C'est-à-dire, est-ce que l'action que tu envisages pourrait devenir un principe universel, hein? Autrement dit, si vous vous demandez, voilà, j'envisage telle action parce que bon, ça pourrait être utile, ça pourrait m'intéresser, etc. Mais je sais pas, moralement, est-ce que vraiment c'est acceptable ou pas? Bon, la seule question qu'il faut se poser, c'est accepterais-tu qu'on t'en fasse autant? Hein, c'est-à-dire, en fin de compte, qu'adviendrait-il si ton action devenait en fait une loi universelle de la nature, si en fait le principe de ton action était érigé comme un principe universel. Alors, Kant emploie 4 exemples pour expliquer ce principe. Je vais m'en tenir simplement aux deux plus célèbres, hein, la fausse promesse et le suicide. On imagine dans un premier temps, alors le premier, concerne les devoirs à l'égard d'autrui et le deuxième, les devoirs à l'égard de soi-même. Nous avons des devoirs à l'égard de nous-mêmes, vous allez voir. Alors, premier exemple. Un homme dans une situation désespérée qui a perdu tout espoir de parvenir à mener à bien ses projets, qui est absolument désespéré dans une situation vraiment complètement insoluble, voit bien que le seul moyen de se sauver serait de faire une fausse promesse, de faire un faux témoignage. Peu importe, fausse promesse, faux témoignage. Et seulement, imaginons, nous dit Kant, imaginons que dans cet accès de désespoir, dans cet extrême désespoir où il est, notre ami est quand même encore suffisamment d'empire sur lui-même, suffisamment de raison pour se demander: ai-je le droit moralement de faire un faux témoignage ou de faire une fausse promesse? Bon, c'est une vue de l'esprit. Quand on est dans cette situation, en fait, c'est une question qu'on ne se pose jamais, enfin, pas vraiment, qu'on évite de se poser. Mais là, notre ami a dû recevoir une éducation férocement morale, et donc il se demande: mais est-ce que vraiment j'ai le droit de faire ça, quoi? Bon. Et là, en fait, que va-t-il faire? Eh bien, il va devoir raisonner. C'est-à-dire qu'il va devoir se demander, voilà, ai-je vraiment le droit de faire cela? C'est-à-dire, est-ce que la maxime de mon action pourrait devenir un principe universel? C'est-à-dire, est-ce que l'on pourrait tolérer que tout homme mis dans une situation difficile, pour son propre avantage, ait le droit de faire une fausse promesse ou de faire un faux témoignage? Et poussons le raisonnement plus loin. Si c'est le cas, si l'on admet que le faux témoignage ou la fausse promesse est légitime, licite, acceptable moralement, hein, pour quelqu'un de désespéré, alors dans ce cas-là, cela veut dire que quand je suis dans une situation difficile, j'ai parfaitement le droit de faire une fausse promesse, mais ce qui signifie que la personne à qui je fais la fausse promesse saura parfaitement que ma promesse ne vaut rien, puisque je suis dans une situation désespérée. Et par conséquent, à partir de là, en fait, la fausse promesse que je me propose donc, en fait, l'action que je me propose n'a aucun sens. Elle est profondément contradictoire. Si on en fait un principe universel, faire des fausses promesses ne servira plus à rien, puisque personne ne croira les promesses, quelles qu'elles soient. Hein. De la même façon, on pourrait tenir le même raisonnement pour prouver que le vol, par exemple, ne peut pas être moralement permis, hein, les faux témoignages non plus, etc., etc. Voilà une action, en fait, quand on a fait un principe universel, une action qui se détruit elle-même, qui devient
profondément contradictoire avec elle-même. Vous voyez, c'est en cela que le devoir a un fondement rationnel, parce que ce qui fait que cette action est moralement inacceptable, c'est que quand on en fait un principe universel, elle devient contradictoire. C'est-à-dire qu'ici, il y a un critère rationnel, en fait, qui fait que l'action, finalement, n'a pas de sens, au fond. Et on s'en rend compte quand on l'érige en principe universel. Le deuxième cas, c'est le cas du suicide. Ça ne concerne plus le devoir face à autrui, mais le devoir face à moi-même. Imaginons toujours quelqu'un qui est complètement désespéré, qui a perdu tout espoir, toute perspective de bonheur, qui a perdu tout ce qui lui était cher, etc., et qui se demande, qui médite, nous dit Kant, qui médite le suicide, qui médite un geste fatal, et qui se demande, voilà, maintenant que tout est fichu, est-ce que le plus simple ne serait pas de mettre un terme à mes souffrances et d'en finir avec la vie. Et Kant nous dit à nouveau, imaginons que notre désespéré suicidaire ait suffisamment de raison, suffisamment d'empire sur lui-même pour se demander, ai-je le droit moralement? Bon, bien sûr, c'est un peu une fiction vue de l'esprit. Je suis pas sûr que les gens qui sont dans une situation comme ça, vous voyez, l'envisagent de cette façon. Mais bon, imaginons, c'est pas grave. On imagine. Et Kant nous dit, mais encore une fois, si je me pose la question, je devrais bien admettre que le suicide ne peut pas devenir un principe universel si, en fait, on imaginait que chacun puisse avoir le droit moral de mettre fin à ses jours quand le bonheur est devenu impossible. Alors, cela signifierait que la nature serait un drôle d'empire où en fait chacun pour son bonheur pourrait mettre fin à ses jours. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas admettre une chose pareille, et donc le suicide est moralement inacceptable. Voilà la thèse très forte. Alors c'est vrai que c'est un peu choquant, j'admets. On va pas aller voir quelqu'un qui est sur le point de passer la corde au cou pour lui dire, écoute, tu sais, moralement, c'est un peu limite quand même ce que tu fais. On va pas aller accabler les gens qui souffrent, mais et donner des leçons des gens qui en ont plus que nous et qui sont à l'extrême du malheur. Mais simplement quand en fait, se pose la question, est-ce que le suicide peut être moral? Et la réponse, c'est que non, en fait, en aucune circonstance, le suicide ne peut être moral. Et donc, vous voyez, c'est ça la morale telle que Kant l'analyse. Il y a des principes. Un homme moral, c'est quelqu'un qui a des principes et qui sait que dans aucune circonstance, on a le droit de voler, ou dans aucune circonstance, on a le droit de faire une fausse promesse, de faire un faux témoignage, etc. Et c'est justement de tenir à ces grands principes qui donnent en fait un peu d'ampleur morale, de hauteur morale, peut-être même un peu d'héroïsme. Je crois que dans l'analyse que Kant fait de la morale, il y a une forme d'analyse. Une fois, un élève m'avait dit, mais en fait, monsieur, l'homme vertueux, c'est Batman. Alors, je ne l'avais pas vu comme ça, et il a développé son idée. Ben oui, parce qu'en fait, l'homme vertueux sacrifie son bonheur, l'homme vertueux n'hésite pas à sacrifier ses intérêts, à sacrifier ses sentiments, parce que ce qui compte, c'est les principes absolus de la moralité. Donc, en fait, c'est Batman. C'est-à-dire, il fait le bien autour de lui, non pas parce qu'il aime ses semblables, mais parce qu'il est misanthrope. C'est Batman. Et alors, bon, je sais pas, je laisse méditer cette question. Est-ce que Kant était Batman? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, le point qui me semblait tout à fait sensé dans la boutade de mon élève, c'était qu'effectivement, l'homme moral, c'est pas quelqu'un qui cherche l'épanouissement dans la morale, c'est pas quelqu'un qui cherche à être heureux en voyant les petits enfants sourire quand il leur donne des piécettes. Non, c'est pas ça du tout. Il y a plutôt une forme d'héroïsme désespéré. Et d'ailleurs, on en reparlera quand on parlera de l'existence de Dieu. Vous verrez que cette attitude radicale en fait face à l'exigence morale a des conséquences, des implications très importantes sur la question religieuse et sur la question de l'existence de Dieu. Voilà, je vous laisse méditer sur Kant et Batman et on en reparle, on en reparlera quand on fera une visioconférence et prochaine vidéo sur le grand 2 sur Nietzsche. Voilà, je vous laisse, portez-vous bien, au revoir.